Bonjour, merci déjà pour l'invitation à cet événement. Donc, on aurait préféré être présent physiquement, mais bon, voilà, puisque l'occasion s'est pas présentée, ce n'est que partie remise. Alors, donc, on a prévu une présentation de notre assez large, en fait, des activités de notre association. En commençant par une… Attendez, excusez-moi, j'ai un petit souci là, parce que Ah, ça y est, voilà. En commençant par donner une petite vision générale de l'association, qui est une association assez récente, puisqu'elle a été créée en mars 2019. Donc, nous sommes 4 fondatrices et administratrices de cette association. Et aujourd'hui, en plus de nous, il y a à peu près une quinzaine, un peu plus maintenant, de bénévoles qui nous accompagnent sur les fonctions support, mais beaucoup sur les activités de collecte et surtout de compostage. Voilà, on va en parler. Donc, en fait, vraiment, une des choses qui sous-tend l'action de notre association, c'est vraiment d'emmener le maximum de gens vers la promotion du compostage, mais dans la bonne humeur et l'enthousiasme, voilà, ne surtout pas, on tient à ne surtout pas être dans la culpabilisation, de culpabiliser les gens parce qu'ils ne trient pas leurs déchets, parce qu'ils ne se sentiraient pas concernés par ça. Enfin, vraiment, on a envie de les emmener, voilà, qu'ils aient envie de venir et que ce ne soit pas contraint et forcé. Et en ce sens, on se situe en fait en amont des futures obligations de tri sur les biodéchets qui interviendront en 2023 pour tout le monde. Voilà, donc finalement, c'est un peu ça qui a motivé la création de notre association. C'est déjà le constat d'un important gisement de réduction de déchets avec le tri à la source des biodéchets alimentaires, puisque c'est environ 30% de nos poubelles qui sont constituées de ces déchets fermentescibles. Et en fait, ce sont des déchets qui sont mélangés à toutes sortes de déchets dans nos poubelles et qui perdent du coup de leur qualité, alors que triés et collectés séparément, ils constituent finalement un gisement intéressant pour produire du compost, pour être réutilisé, pour amender nos sols dans l'agriculture locale, en fait. Donc, c'est vraiment ça qui a motivé l'association, c'est la création à terme d'une boucle d'économie circulaire locale, donc avec les déchets collectés en fait auprès des professionnels, puisque c'est auprès des professionnels que nous avons commencé nos activités, qui se situent en fait entre les gros producteurs pour lesquels les obligations de tri à la source existent déjà depuis 2016, même si elles sont très peu respectées. Et qui sont ceux qui seront concernés par les obligations à partir du 1er janvier 2023, parce que l'obligation pour tous interviendra le 31 décembre 2023. Donc, en gros, c'est les professionnels intermédiaires, on va dire, genre les restaurants, les petites entreprises, enfin, qui produisent des biodéchets, mais qui sont en dessous de 10 tonnes par an. Et donc, c'est auprès de ces gens-là que nous avons commencé en proposant des services de collecte en mode doux, donc vélo, remorque essentiellement, et pour un compostage local, puisque nous avons 2 zones de compostage actuellement, une chez un maraîcher et l'autre qui nous est mise à disposition par la commune de Laonce et qui est en proximité d'un autre maraîcher. Parce que l'idée derrière, c'est vraiment que ce compost soit valorisé auprès du maraîchage, des maraîchers locaux en fait, et qu'à terme, notre rêve, ce serait que s'intensifient les liens entre les maraîchers locaux justement et les professionnels de la restauration. En gros, que plutôt que d'aller se servir chez Métro en fruits et légumes, ils puissent se sourcer auprès des maraîchers du territoire en fait. Donc on est vraiment dans un projet autour on va dire, de l'alimentation et de l'agriculture durable. C'est vraiment ça le sujet. Voilà. Donc, vous m'interrompez, enfin, je ne sais pas quelle est la règle, mais si jamais il y a des questions, je ne sais pas, on les réserve pour la fin, c'est comme… Les personnes peuvent poser des questions dans le chat ou sinon lever la main. Il y a un petit onglet lever la main s'ils ont des questions, donc n'hésitez pas. Oui. Donc, je conclus. Donc, juste au-dessus, voilà, on ne voit pas parce que j'ai mon partage d'écran, mais le contexte réglementaire est favorable puisque, je vous dis, en 2023, voilà, on sera tous des obligés. Donc, alors, qu'est-ce qu'on propose aux Carrioles Vertes? Donc, des solutions simples et attractives, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la bonne humeur et l'enthousiasme, des solutions simples pour inciter chacun à devenir acteur de la gestion de ses biodéchets.
Nous avons commencé par mettre en place donc, des solutions, on l'a dit, pour les restaurants et les entreprises. Donc, c'est les petits ronds qu'on voit avec les petites photos qui illustrent un peu ce qu'on fait. Donc là, on nous voit avec la remorque et nos caisses que nous mettons à disposition des restaurateurs pour qu'ils puissent trier leurs déchets de préparation. Et on leur collecte 1 à 2 fois par semaine en fonction de leur souhait, de leur volume. Voilà. Ensuite, on est en train de travailler sur un projet aussi pour des bacs d'apport collectifs, donc avec un public plus large. Voilà, donc ça c'est un projet qui est en cours de montage. Et sinon, on travaille de plus en plus sur la sensibilisation des publics aux enjeux des biodéchets. Justement, ça fait partie des axes qu'on souhaiterait renforcer. Et également en y introduisant des modules de formation. Voilà, donc on est en train de préparer une formation, je vais en dire 2 mots après le 4e rond. Le 4e rond, c'est la production donc, de compost et la valorisation en maraîchage dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, on récolte quand même beaucoup de déchets, hein, puisque aujourd'hui, ce champ de la Honse, donc, qui est donc 2e zone de compostage dont on a pris possession au 2 juin 2020, donc après le premier confinement, on est déjà à 15 tonnes, à plus de 15 tonnes. Hier, on a dépassé la barre des 15 tonnes de déchets valorisés. Donc, on est sur des quantités quand même de déchets assez importantes. Et donc, on fait du compostage en andin, en fait, hein, ce qu'on appelle les tas. En fait, on n'a pas besoin de bac, on est en pleine campagne, on peut se permettre de faire du compostage un peu à la façon agricole, on va dire. Mais ceci dit, on a des quantités qui sont quand même suffisamment importantes pour avoir des pratiques qui soient assez, qui soient, comment dire, professionnelles, parce que on ne peut pas se permettre d'abord comment dire, il faut vraiment qu'on optimise nos pratiques, parce que c'est beaucoup de boulot, hein, on fait ça à la main, avec donc le principe du compostage, c'est qu'on mélange les déchets avec ce qu'on appelle de la matière sèche, du broyat. Donc toutes ces choses-là, ça a du coût, à la fois la main-d'œuvre, le broyat. Donc il faut vraiment qu'on optimise nos pratiques. Et pour ça, on a monté un partenariat avec l'APESA, qui est une structure de compétences, enfin un centre de compétences sur la méthanisation et le compostage à Pau, et qui nous accompagne vraiment de façon rapprochée dans la conduite de nos façons de faire. Mais j'y reviendrai. Et donc, en fait, cette pratique du compostage, elle est relativement, on va dire, récente, puisque il commence à y avoir en France des initiatives de ce type. Mais jusqu'ici, c'est vrai que le compostage, ça restait soit de l'individuel, soit du collectif, en quartier, en établissement, en résidence. Mais le compostage un peu intermédiaire, tel qu'on le pratique, qui est ni l'échelle industrielle, parce qu'on n'a pas les quantités d'un symptôme, hein, mais qui est quand même vraiment à la limite du compostage de proximité en termes de quantité de déchets, c'est quelque chose d'assez nouveau qui se développe un peu partout en France. Et dans lequel on peut dire qu'on est peut-être un peu pionnier quand même, hein, en toute modestie. Et du coup, on est en train de monter un module de formation sur ça avec un autre formateur qui forme en fait plus de la moitié des maîtres composteurs et des guides composteurs en France, c'est Organéo. Et donc, on est en train de développer un module de formation avec eux, parce que c'est un axe qu'on a vraiment envie de mettre en œuvre dès 2021. En fait. Voilà. Et donc, voilà un petit peu les quatre gros volets de l'activité actuelle de l'association. Voilà. Donc, si on détaille un petit peu plus rapidement, hein, alors le premier, c'est les solutions pour restaurateurs et entreprises. Donc là, en fait, alors évidemment, pour l'instant, nos clients étaient des restaurants. Vous n'êtes pas sans savoir que les restaurants sont fermés, et ce jusqu'au 20 janvier normalement. Donc, pour l'instant, cette activité-là, évidemment, a été mise sous cloche pendant le confinement, mais le principe est tout simple. En fait, hein, on fait le point avec les clients, on évalue leurs besoins, on fait 15 jours d'essai, on regarde avec eux comment ça se passe, ou quel type de bac est le plus adapté. Et ensuite, 1 à 2 fois par semaine, on passe collecter, donc avec nos vélos et remorques. On pèse évidemment, parce il nous faut tracer les déchets. En tout cas, l'établissement se doit de tracer ces déchets. Donc voilà. Et ensuite, on composte ces déchets-là, donc à la ferme Printemps d'Haricot à Bayonne,
qui est notre zone de compostage historique, on va dire, si c'est pas un peu voilà, historique, notre activité a 2 ans, mais quand même. Voilà, qui nous a tout de suite accueillis parce qu'il était assez séduit par le projet, en fait, et qui nous a tout de suite proposé de nous mettre à disposition une partie de son terrain pour réaliser notre projet. Donc, et puis depuis, il a confirmé son prêt, puisque on a expérimenté ça en 2019 et en 2020, on est passé dans une phase un petit peu plus industrielle, entre guillemets, et il a confirmé le fait qu'il nous laissait à disposition son terrain. Donc voilà, on est très content. Ensuite, alors, je vais passer rapidement des solutions pour les enseignes alimentaires. Donc, c'est un nouveau projet qu'on est en train de monter aussi qui s'appelle la consigne verte. Et voilà, qui consiste en la mise à disposition de bacs d'apport pour les particuliers, en fait, hein, voilà, en lien avec des professionnels de la distribution alimentaire et autres. Donc voilà, c'est un projet. Enfin, c'est vrai qu'un des avantages du compostage, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de sens en termes de lien social, c'est vraiment un incroyable vecteur de lien social, de rencontres. Nous, on l'a vu, hein, c'est vrai que notre groupe de bénévoles, là, pour avoir milité dans des associations sur d'autres sujets, je me rends compte finalement de l'engouement des gens pour ce type de sujet. Bon, dans certaines associations, on a vraiment du mal à trouver des bénévoles. Là, c'est vrai que pour l'instant, on est vraiment ravis de voir que ça suscite beaucoup d'intérêt. Donc voilà. Alors, on a ce projet de consigne verte, on l'a déjà expérimenté cet été, donc auprès de deux lieux de vente, hein, et sur le distributeur de la ferme Printemps d'Haricots qui nous accueille, et puis dans une boutique de Tarnos. Et ça a été plutôt une expérience intéressante. Et donc, on est en train de travailler, voilà, au montage de ce projet. Bon, je ne vais pas vous passer les slides en détail, mais on a fait une petite enquête après auprès de la 50aine de personnes qui ont participé, hein, chez ces 2 professionnels. Et bon, l'enthousiasme a été tel qu'on se lance voilà, désormais dans la version industrielle, entre guillemets. Voilà. Alors ensuite, si je passe au 3e point, on est plutôt sur la sensibilisation des publics aux enjeux des biodéchets. Donc là, voilà des petits exemples d'intervention en centre aéré où on a développé à la fois des supports pédagogiques et puis des petits jeux qui permettent aux enfants d'être un peu actifs, de découvrir le compostage. On leur fait toucher du doigt les vers de terre, les cloportes. Ils sont contents, ils comprennent un peu mieux ce que c'est. Ensuite, l'idée, c'est qu'ils s'en fassent le relais auprès de leurs parents quand ils rentrent à la maison. Et jusqu'ici, c'est vrai que ça a toujours été des expériences tout à fait enrichissantes, hein, avec les enfants. Et on constate là aussi un intérêt pour le sujet. Donc voilà. C'est quelque chose qu'on souhaite poursuivre et enrichir, encore une fois, hein, de ce volet formation. Alors là, pour le coup, plutôt orienté pour les adultes, hein, dès 2021, donc en partenariat avec Organéo pour démarrer. On envisage aussi, alors je ne sais pas si… oui, on envisage aussi on a été sollicité aussi pour accompagner des structures qui se posaient des questions sur la mise en place d'un projet de compostage. Donc là aussi, on est tout à fait formé pour accompagner ce type de structure, hein, puisqu'on a dans l'association en fait 2 guides composteurs et un maître composteur, hein, justement. Donc ensuite, le 4e point, donc on en a parlé un petit peu, c'est la production de compost. Je surveille l'heure, de compost, de valorisation et de valorisation en maraîchage. Donc là, notre objectif, c'est vraiment d'avoir un produit de qualité. Et on se rend compte que c'est un compost qui est un peu particulier, qui est assez méconnu. En fait, le compost issu des déchets alimentaires, il suscite, en tout cas, il suscite un peu de méfiance, hein, de la part de certains professionnels, et notamment des structures qui accompagnent les maraîchages, les maraîchers. Des agronomes, souvent qui ont été formés au compost fumier, paille, et qui finalement ont peu de connaissances de ce compostage un peu particulier, et qui en plus a souffert
comment dire, peut-être de contre-référence, on peut dire, hein, puisque c'est vrai qu'à l'échelle industrielle, le compostage tel qu'il est pratiqué, hein, notamment avec les tri mécanobiologiques ou autres, tels qu'on les connaît sur notre territoire, mais pas que, hein, évidemment, il y aurait à redire sur la qualité, hein, et d'ailleurs, le retour au sol de ce compost sera très encadré, voire interdit à partir de 2027. Hein, c'est les conclusions de la loi du 10 février 2020. Donc c'est un produit qui suscite un peu de méfiance, mais aussi beaucoup d'intérêt de la part des maraîchers qui sont dans des logiques justement un peu à la fois innovantes et de démarches locales, enfin qui ont vraiment cette envie de travailler sur local. Et là, on a commencé donc grâce au comité de bassin d'emploi de Seignan, de mettre en place un partenariat avec 4 maraîchers aujourd'hui qui travaillent avec nous pour tester en fait ce compost sur leur culture, avec un suivi carrément on va dire scientifique, hein, puisque l'idée, par exemple, avec un maraîcher de Dax, c'est de lancer une collaboration avec AgroBio 40 pour pouvoir faire des mesures d'azote dans le sol suite à l'utilisation de notre compost sur ces tomates. Donc, voir un peu comment évolue la chose. Et ça, c'est vraiment tout à fait dans le projet tel qu'on l'imagine. Hein. C'est vraiment ce côté… on investit aujourd'hui à la fois le partenariat avec la PESA dont on a parlé pour vraiment optimiser nos pratiques, faire des mesures assez intenses de température, d'oxygène. Enfin, vraiment, on a vraiment envie d'optimiser le compostage, de faire un truc de qualité. Et ce suivi scientifique avec les maraîchers, il est tout à fait dans le sens du projet parce qu'on voudrait faire la preuve que ce compost, il est tout à fait intéressant parce qu'il est très riche aussi en azote. Voilà, il a vraiment des qualités par rapport au compost tel que le pratiquent souvent d'autres maraîchers, enfin, en tout cas les plus utilisés en maraîchage. Voilà, donc, alors, ceci dit, cette activité, elle est soumise à la normalisation de notre produit. Donc, ça, c'est un poste de dépense qui n'est pas négligeable, hein, puisque c'est un laboratoire Auréa Agrosciences qui est basé à La Rochelle qui réalise ces analyses. Et donc, on doit réaliser des analyses comme ça 2 fois par an pour vraiment tester, enfin, pour vraiment caractériser à la fois les aspects physico-chimiques, voir les métaux lourds, les impuretés éventuelles, les pathogènes, voilà, avec l'Auréa, pour pouvoir vendre ce compost auprès des maraîchers. Voilà un petit peu. Donc là, on est plutôt content parce que c'est vrai que du coup, le confinement, ça a eu, malheureusement, on a dû arrêter le travail avec les restaurateurs, mais ça nous a permis de nous consacrer vraiment à fond sur la réorganisation de nos zones de compostage, sur l'utilisation de capteurs de température, d'oxygène. Enfin, on est vraiment là dans cette démarche un peu on va dire, d'industrialisation de notre plateforme, si je puis m'exprimer ainsi. C'est un peu pompeux, mais voilà. Donc, alors, du coup, ce sur quoi on aimerait insister, puisque c'est le mois de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'un projet d'économie sociale et solidaire, c'est avant tout un énorme travail partenarial. Quand je dis travail, c'est aussi beaucoup de plaisir, parce que c'est aussi beaucoup de rencontres. On se rend compte à quel point, à chaque fois, ça a été… finalement un peu des ricochets, c'est-à-dire qu'on a rencontré des gens qui ont entendu parler de notre projet ou qui sont venus et qui nous disent « Ah, vous devriez rencontrer un tel. » Et finalement, on se rend compte qu'en bientôt presque 2 ans d'existence, on a noué un réseau qui est vraiment qui est très riche et ça nous a énormément aidés. Voilà, donc on en cite là, on cite les principaux, on a peut-être dû en oublier, mais enfin, déjà côté institutionnel, on peut dire que la région Nouvelle-Aquitaine nous accompagne. Ce matin encore, on était en réunion, enfin, on était on va dire, on avait un stand numérique à une demi-journée organisée par la région Nouvelle-Aquitaine pour les lauréats de l'innovation sociale, puisqu'on a eu ce plaisir d'être lauréat au début de l'année. Donc, on a eu des échanges très intéressants avec la région Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, on a la mairie de la Honse qui est vraiment un appui tout à fait intéressant, qui nous a mis à disposition un champ sur la route des Barthes là,
et qui nous permet, et qui aujourd'hui nous aide beaucoup dans le développement du projet. Et avec un apport important de bénévoles aussi venus de la HONS qui ont été séduits par le projet. Voilà, donc on travaille un petit peu en tout cas, on commence maintenant à travailler de plus en plus avec le sitcom, le côté sud des Landes, là, parce qu'on est quand même en proximité, on est de l'autre côté de la Dour, donc on est très proche d'eux, et donc voilà. Ensuite, côté soutien ESS, on a très vite été accompagné par Transeco, donc du Conseil de développement du Pays Basque. On peut dire aussi que maintenant, on a vraiment noué des relations de confiance avec le PTCE Sud-Aquitaine, donc à Tarnos. Et c'est grâce à eux qu'en fait, on a pu nouer un partenariat très intéressant avec la légumerie de la Once, parce que dans le cadre de leur plan, dans leur projet alimentaire territorial, en fait, ils ont mis en place tout un circuit autour de l'alimentation durable. Et finalement, quand ils ont entendu parler de notre projet, ils ont tenu, enfin, finalement, à nous inclure dans le projet. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en fait à collecter les déchets de la légumerie de la Once, qui est un gros producteur de déchets, puisqu'en fait, ils épluchent tous les fruits et légumes pour l'EOL, la structure EOL que vous connaissez certainement, et maintenant aussi pour d'autres restaurateurs privés, parce qu'ils ont un peu étendu leur activité. Donc c'est beaucoup d'épluchures qu'on récupère chaque semaine. Et on a également un partenariat avec un autre gros producteur qui est la Banque alimentaire Bayonne Pays Basque. Et en gros, avec ces deux gros producteurs qui continuent à fonctionner pendant le confinement, on est à peu près à 700 kilos de déchets collectés par semaine. Donc hier, en fait, on a passé, je vous disais, la barre des 15 tonnes de déchets sur la Once, puisque ces déchets-là, à la fois Banque alimentaire et Légumes Pro, qui sont plutôt à proximité de la Once, on les composte sur ce champ de la Once. Voilà, donc c'est dans le cadre justement de ces rencontres partenariales qu'on a pu mettre en place ces deux conventions qui sont intéressantes pour nous, parce qu'elles nous permettent de produire du compost en quantité, et ce qui nous rend crédibles vis-à-vis des maraîchers, parce que pour pouvoir intéresser des maraîchers, il faut quand même avoir une production suffisante, parce qu'eux, ils ne vont pas se contenter d'un petit sac de 5 kilos de compost, il leur faut quand même une quantité importante. Et là, on commence à avoir une production qui les intéresse. Donc, pour nous, c'est important aussi d'avoir ces deux gros producteurs qui nous alimentent. Ensuite, parmi les acteurs économiques, on peut citer la CCI Bayonne Pays Basque, qui nous a très vite accompagnés dans le projet, en fait, à la fois en faisant un peu notre publicité, entre guillemets, auprès des commerçants, sur leurs lettres d'infos, enfin, et puis là, on est de plus en plus en train de se rapprocher d'eux, en fait, dans le cadre de notre nouveau projet. Voilà. Puis évidemment, les restaurants, les maraîchers, et puis les acteurs de la distribution alimentaire. Bon, on peut citer aussi Schwal Moneta qui nous a très vite accueillis en son sein, parce que c'était aussi dans l'esprit du projet justement d'aller vers une économie circulaire locale. Donc l'utilisation de la monnaie locale, elle nous paraissait assez évidente. Donc on est adhérent à le Schwal Moneta. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés, je crois, au stand, c'était le 10 octobre, je crois, à Saint-Palais. Je crois qu'on s'était vus. On avait un stand dans le cadre de la manifestation organisée par Schwal Moneta. Et ensuite, on peut citer des structures amies qui ont des projets un peu, on va dire, dans le même esprit. Donc, les petits popotins, voilà, qu'on connaît bien. Roule Mafrit 64 qui va passer après nous, je crois. Tricyclope. Voilà. Et puis ensuite, on est membre aussi de deux réseaux nationaux et d'un troisième, j'en parlais, le réseau Compost Citoyen, donc à la fois le réseau national et puis le réseau Nouvelle-Aquitaine qui a été créé plus récemment. Ensuite, on est membre aussi de Zero Waste France, parce que c'est vrai que ce sont des centres, enfin, ce sont des ressources intéressantes pour nous au niveau de la législation, des fois, c'est vrai qu'on se pose des questions un peu pointues sur la législation. C'est vrai que c'est important d'avoir des appuis comme ça, parce qu'on a affaire à des juristes, à des gens qui sont vraiment spécialisés dans ces domaines et qui nous apportent des réponses claires. Et ensuite, pour finir, le réseau de l'ADEME, alors c'est un réseau un peu informel, mais qui a été, enfin l'ADEME nous a réunis à Paris en janvier 2020. Quand je dis nous, c'est toutes les structures qui ressemblent à la nôtre, en fait, parce que des acteurs comme nous, il y en a environ une quarantaine en France qui se sont créés ces dernières années et qui font, comme nous, de la collecte et de la valorisation de biodéchets par compostage.
alors en mode plus ou moins doux, on va dire, hein, selon le territoire. Hein. Il y a beaucoup de collectes en vélo, mais il peut y avoir des véhicules un peu plus lourds selon les configurations des territoires. Et en fait, ce réseau, au début, l'ADEME avait prévu de créer un emploi pour coordonner les actions de ce réseau. Et c'est vrai que ça aurait été très, très riche. Mais finalement, bon, coupure budgétaire oblige à l'ADEME. On s'est contenté d'un petit réseau, on va dire, informatique. Donc, on communique, enfin, entre nous. On se connaît, donc c'est quand même très, très important parce que on a des questions toutes bêtes, des fois sur le nettoyage des bacs, sur les types de produits, sur les grilles tarifaires, sur tout un tas de questions qu'on peut se poser sur nos activités. Et c'est vrai que là, on a un réseau qui est quand même assez intéressant, qui a été construit par l'ADEME et qui nous permet justement d'appeler à Montpellier, à Strasbourg, à Nantes, pour avoir des discussions sur nos activités et trouver des réponses tous ensemble. Voilà. Donc, c'est quand même intéressant, même si c'est un réseau qui aujourd'hui vit de façon un peu informelle. Voilà un petit peu nos activités. Je crois que c'était le dernier slide. Voilà, je ne sais pas si ça a été clair ou pas. J'ai peut-être été un peu rapide, je ne sais pas. Non, c'était très bien, Patricia, c'était très clair. Ah bon, Et 26 minutes. Je voulais savoir juste comment vous est venue l'idée de créer cette association avec les 4 cofondatrices, de vous lancer dans ce projet. En fait, c'est vrai que c'était initialement, c'est vrai que c'est une idée cette histoire de déchets de jeter à la poubelle, c'était quelque chose qui nous préoccupait pour certaines. En fait, on s'est un peu comment dire, auto-convaincus. Il y en avait qui étaient plus ou moins convaincus, qui ont convaincu les autres. On se connaît de longue date, hein, les fondatrices. Et donc, ensuite, on a vu que commençait justement à fleurir un peu en France des activités un peu similaires, notamment à Nantes avec la tricyclerie. Et c'est vrai qu'assez vite, on a pris contact avec la tricyclerie de Nantes et qui avait un petit peu plus d'historique que les autres. C'est vraiment une association un peu pionnière, on va dire, quand même en France par rapport aux autres associations similaires. Et c'est vrai que les contacts qu'on a eus nous ont vraiment convaincus de l'intérêt, nous ont donné envie. Et donc, d'ailleurs, on est resté tout à fait en contact avec la tricyclerie de Nantes. On échange régulièrement voilà, ça nous a vraiment motivés pour lancer cette activité. Après, c'est vrai que notre territoire est très différent de celui de Nantes. Et donc, on a vraiment adapté le projet à la configuration locale, hein, à la fois politiquement, techniquement. On n'est pas du tout sur les mêmes choix. Donc, le projet, on l'a vraiment adapté après au gré des rencontres avec les partenaires. Encore une fois, hein, ça a été vraiment une construction un peu… On avait l'idée. Après, ça a été vraiment en rencontrant à la fois les autorités locales, les acteurs, comme ceux dont j'ai parlé, qu'on a vraiment consolidé le projet. Et c'est vrai que ça a pris du temps. Voilà. Et actuellement, vous travaillez avec combien de restaurateurs, à peu près, combien de restaurants? Oh, là, on était sur une petite dizaine avant le confinement. Alors, on espère qu'on va les conserver parce qu'on se dit que voilà, pour eux, c'est un coût aussi, hein, puisque en fait, notre modèle d'affaires, il repose sur le paiement par les restaurateurs de la collecte. Hein, donc, et sachant que dans le coin, ils sont tous aussi assujettis à la redevance spéciale auprès de la communauté d'Aglo Pays Basque. Hein, donc, c'est quelque chose qui vient en plus, donc qui est très lié à leur engagement, on va dire pour l'environnement, hein, mais des fois, voilà, là en ce moment, c'est vrai qu'on se dit que ça risque de fragiliser pas mal cette partie de notre activité, quoi, parce que ils ne vont pas sortir indemnes de 5 mois de fermeture, ça c'est sûr. Voilà. Au niveau du coût du modèle économique, vous vous basez sur comment dire, donc les restaurateurs payent pour que vous collectiez le compost et après les maraîchers payent pour que vous leur… D'accord. Tout à fait. Voilà. En fait, c'est les deux sources principales de revenus, on va dire, sont, outre les subventions, évidemment, hein, comment dire, le paiement du service de collecte, la vente de compost. Et aujourd'hui, on essaye vraiment de multiplier les sources de revenus et notamment avec le développement de la formation,
voilà, de l'accompagnement des projets de compostage parce que c'est aussi ça, un projet d'économie sociale et solidaire, c'est des sources de revenus assez larges hein, pour pouvoir assurer la pérennité de la structure. Hein, parce que voilà, on est en train de créer un emploi là, qui va démarrer en 2021 et on voudrait évidemment le pérenniser. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment en train de faire, de diversifier aussi les sources de revenus. Voilà, pour pouvoir pérenniser cet emploi, ce premier emploi, et après on espère qu'il y en aura plein d'autres. Voilà. On Et du aimerait coup, bien aussi engager dès 2021 des services civiques. d'accord. Et au niveau de la zone Parce que oui, géographique, parce que ce que j'ai pas dit, oui, pardon, allez-y, allez-y. pardon. Allez, je Non, ce poserai que ma j'ai pas question dit, après. c'est vrai que c'est que ouais, d'accord, dans le projet, enfin, on ne le voyait pas, je ne sais pas si on le voyait, mais dans la question des valeurs, en fait, il y a vraiment aussi dans notre souhait, dans notre projet associatif, parce qu'on a vraiment eu une réflexion autour du projet associatif. On a d'ailleurs un document de, je sais pas, une quinzaine, vingtaine de pages qu'on a construit ensemble et qui explique ce qu'on a vraiment envie de faire, nos objectifs, nos valeurs. Et dans notre démarche, il y a vraiment ce souhait aussi de développer la collaboration avec l'enseignement et la recherche. Et notamment, il y a ce lien aussi intergénérationnel, puisqu'on a un peu tous les âges dans l'association, et cette envie de travailler à la fois avec des jeunes étudiants. Donc là, on a lancé un premier sujet de collaboration. On va voir ce que ça donne avec Bestial. Ensuite, on a envie d'accueillir dès l'an prochain, si c'est possible, des stagiaires. Enfin, en tout cas, on a vraiment envie d'avoir ce lien, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a plein de sujets de recherche et développement qui sont attachés à ces activités et sur lesquels aujourd'hui on n'a pas de réponse, sur la valorisation de certains déchets, sur des filières à mettre en place. Enfin, il y a pas mal de questions sur la question de la mobilité aussi, de la logistique urbaine. Là, c'est vrai que moi, de par mon parcours, je suis très sensible à la question énergétique parce que j'ai travaillé beaucoup sur les questions de maîtrise de la demande en énergie. Et du coup, la question des véhicules hydrogène, par exemple, nous questionne. Enfin, en tout cas, voilà, on a vraiment envie de creuser toutes ces questions-là. Voilà. Alors, on a Cynthia qui demande quelles seront les missions de ce premier emploi. Et Alors, est-ce que vous allez créer un poste en interne, peut-être pour l'une des cofondatrices, ou vous allez recruter quelqu'un? non, alors, ça va être l'une des cofondatrices qui va occuper le premier poste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'avoir quelqu'un qui ait une mission vraiment particulière. Par contre, du coup, c'est vrai que la personne travaillera vraiment au développement de l'activité, en fait, peut-être de l'activité commerciale. Hein, c'est peut-être ça sur lequel il faut qu'on mette pas mal d'énergie, même si on en met beaucoup, mais on va vraiment mettre l'accent sur ce côté-là parce qu'il faut qu'à terme, on soit quasi autonome hein, sur le plan financier. Hein, si on veut pérenniser les emplois, on ne peut pas attendre après les subventions, voilà, même si au démarrage elles sont obligatoires parce que de toute façon sans subvention on n'a pas de trésorerie, on ne peut pas envisager la création d'un emploi, hein, ça c'est pas possible. Donc ça c'est aussi pour ça que la région Nouvelle-Aquitaine nous aide, mais à terme il faut qu'on soit autonome et c'est vrai que c'est peut-être sur le commercial qu'on a donc plus de besoin d'agir, donc on va créer un poste qui sera plutôt orienté là-dessus. Comme je le disais, on n'a pas les moyens d'avoir quelqu'un qui ne soit uniquement dédié à ça, donc elle fera aussi d'autres missions. Mais par contre, on sera très soucieux de bien distinguer la mission de la personne salariée des missions bénévoles. On est vraiment très attaché au fait que les choses soient très claires entre les bénévoles, les salariés. Enfin, quand je dis les, pour l'instant, c'est le 1, mais voilà. Donc on fera en sorte que la mission soit très claire. Gis demande quel est le ratio financement par l'action et subvention. Je ne sais pas, Gis, si tu peux préciser ta question peut-être. Oui, quelle est la part du financement par l'action, c'est-à-dire la vente de compost et le ramassage, par rapport actuellement et à terme, par rapport à la subvention? Est-ce que c'est du 50-50? Est-ce que c'est du 70-30? Parce qu'à terme, vous dites qu'aujourd'hui, c'est à peu près quoi? Alors en fait, pour l'instant, clairement, on est à 70-30, enfin, oui, on doit être à peu près à 75-25, on va dire, avec la subvention de la région. Hein. C'est-à-dire que, et pas que de la région, d'ailleurs, parce qu'on a eu aussi une autre aide de la part de la Fondation Veolia,
voilà, qui nous a donné de l'argent pour l'investissement, là, pour le coup, alors que l'autre est plutôt dédié au fonctionnement. Par contre, notre modèle, en tout cas notre prévisionnel, hein, on envisage d'aller vers une autonomie, on va dire, enfin une autonomie, en tout cas d'inverser la tendance dans les 3 ans, on va dire. Voilà. Hein, c'est-à-dire que je pense qu'on restera quand même à 3 ans, on aura encore recours à des subventions. D'ailleurs, on vient d'apprendre que la tricyclerie a aussi, la tricyclerie de Nantes dont on parlait, hein, qui a maintenant 6 ans d'existence, hein, qui est une structure bien lancée avec 8 salariés, continue aussi, hein, à recourir à des subventions. Hein, et ce qui nous paraît aussi, ça nous paraît aussi un peu normal d'avoir on est sur un champ qui est quand même très… on est très service public quelque part en fait. Hein. On est sur un sujet d'intérêt général, public, et ça ne nous choque pas qu'il y ait un peu d'argent public aussi dédié à cette activité. On se dit, on ne peut pas lancer des réglementations, des obligations, et puis finalement ne pas contrôler ce qui se passe sur un territoire. Donc ça nous paraît assez logique qu'il y ait qu'il y ait une participation dans le cadre. On est parfaitement au courant des règles sur les marchés publics, hein, évidemment, hein, ça on connaît parfaitement, mais en tout cas qu'il y ait un accompagnement des services, des pouvoirs publics sur ces questions-là, moi ça me paraît assez… non, mais d'autant, non, vous avez raison, d'autant que hier soir, la remarque était faite dans le débat que l'économie faite par les collectivités lorsqu'une association, une entreprise comme la vôtre fait de tels résultats, il est clair qu'il y a une économie d'échelle et autant la valoriser par une subvention. Ce n'est pas du tout choquant. Moi, je posais la question parce que vous disiez à terme, on sera économiquement viable et donc je me disais, voilà. Et par contre, moi, juste, parce qu'il y a d'autres questions, mais juste une question en parallèle, vous parliez d'un salarié. Que penseriez-vous de la mutualisation des salariés entre les différentes initiatives dans le domaine? C'est-à-dire la création, par exemple, d'un groupement d'employeurs. Serait-ce une bonne idée pour vous ou pas? C'est-à-dire, vous parliez de commercial dans un premier temps, mais pas que. Donc, qu'est-ce que vous penseriez d'un groupement d'employeurs qui permettrait de mutualiser les compétences? Alors, c'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question dans ce sens à ce jour, parce que là, vous la posez, c'est l'occasion d'y réfléchir. Hein. Ce qu'on avait envisagé, en tout cas, c'est clairement des questions qui nous intéressent et auxquelles on est vraiment… on est très ouverte à ce genre de réflexion sur la mutualisation des moyens. C'est vrai que ce qu'on avait envisagé, nous, jusqu'ici, c'était plutôt… c'était pas un choix parce qu'on ne s'est pas posé la question que vous posez. Donc, mais par contre, c'était un travail avec justement les associations amies que j'ai citées tout à l'heure. C'était un peu sur la mutualisation de la collecte, essayer de mettre en place des systèmes qui permettent de mutualiser peut-être les véhicules, les moyens de collecte, des choses comme ça. On avait discuté d'ailleurs dans ce sens avec Roule Mafrit 64, avec Tricyclope. On s'était dit peut-être qu'on pourrait aller… Alors c'est vrai qu'on était un peu au tout début de nos activités, donc c'était un peu tôt, mais là je pense que la question mériterait d'être reposée pour aller vers ce genre de mutualisation. Après, la question que vous posez, c'est vraiment une question intéressante et ça vaudrait vraiment le coup d'effectivement d'y réfléchir, mais c'est vrai que jusqu'ici, on ne s'était pas posé, pour être tout à fait honnête. On se la note pour le mois de l'ESS ouais, oui, à mettre en discussion. Merci. Tout à fait. Alors, on a une question de Faïdra qui demande combien de types de compostage y a-t-il? De type, c'est-à-dire de… Alors, est-ce que vous voulez ouvrir votre micro pour préciser votre question, peut-être? En fait, ma question, c'est… j'ai entendu parler de lombricomposteur et d'autres types de composteurs ou c'est moi qui me suis trompée? Alors, on n'a pas prononcé le mot lombricomposteur, nous, en tout cas. Ah, d'accord. Ouais, mais non, mais c'est pas du tout un sujet tabou, Joanna. En fait, nous on pratique le compostage, comme je le disais, en andin en fait, hein, donc parce qu'on a la chance d'avoir des champs relativement vastes, donc on fait du compostage en tas hein, qui est beaucoup plus facile que le compostage en bac. Enfin, en tout cas, nous on trouve, hein, parce que la manipulation est beaucoup plus facile. Et en fait, on n'a pas eu recours à l'ajout de vers de terre pour l'instant parce qu'en fait, ils viennent assez naturellement. On a une décomposition assez rapide en tas, en général directement sur la terre. C'est vrai que le compost se fait plus rapidement qu'en bac sur certaines autres surfaces. Donc, c'est vrai que nous, à l'échelle à laquelle on le pratique, on n'a pas jugé utile
de rajouter artificiellement, entre guillemets, des lombriques. Ce n'est pas des lombriques en fait qui font le compost, c'est des vers de terre, on va dire. On n'a pas jugé utile. Mais par contre, à côté de nous, là, sur le terrain de la Honce, il y a la commune qui s'est lancée du coup sur du compostage de déchets de jardin, de déchets verts, des espaces verts. Et eux ont mis en place une expérimentation de lombricompostage des déchets de jardin. Donc, on va voir ce que ça donne. Ils sont juste à côté de nous, donc on échange régulièrement, c'est intéressant. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, Merci. Voilà, du compostage. Normal, ceci dit, on a beaucoup de vers de terre qui viennent. Voilà. On a toujours sur le tri, on a une question de Gis qui demande, vous avez parlé de tri par les particuliers, pouvez-vous préciser la méthode, comment cela se met en place? Alors en fait, l'idée ce serait de permettre de mettre en place des collecteurs, en fait, des points d'apport collectifs pour les particuliers qui souhaiteraient devancer les obligations de tri et à qui ça fait mal de jeter des épluchures dans les poubelles et d'attendre le 31 décembre 2023 pour le faire, c'est-à-dire 3 ans. C'est vrai que ça paraît énorme quand on est prêt et qu'on n'a pas la chance d'avoir un jardin ou la possibilité de composter, ce qui est beaucoup le cas dans nos centres urbains. Là, voilà, donc l'idée c'est ça, de pouvoir proposer des solutions d'apport collectif pour ces particuliers. On va évidemment pas faire de collecte à domicile, c'est pas du tout notre boulot, c'est le boulot de l'agglomération qui fait ça très bien. Nous, l'idée c'est de proposer quelque chose d'un peu de complémentaire et après justement de s'inscrire. On aimerait bien être une des solutions qui serait proposée aux habitants du territoire à partir justement de 31 décembre 2023, quand on devra tous trier. On pense beaucoup, nous, qu'une solution unique, industrielle, ne pourra pas nous amener tous vers le zéro déchet. On pense que ce sera vraiment un ensemble de solutions adaptées à la fois au profil des personnes, parce qu'entre les professionnels, les particuliers, les différents types de particuliers, selon les âges, les habitudes, on n'a pas tous les mêmes façons de faire, ni de s'alimenter. Dans les territoires, il y a de l'urbain dense, il y a des choses moins denses, il y a du rural. Il faudra vraiment des solutions un peu sur mesure pour amener tout le monde vers le zéro déchet. On ne pourra pas dire on organise une collecte pour tout le monde et on y met les moyens, machin. Enfin, à un moment donné, le truc camion benne pour tout le monde et machine industrielle pour tout le monde, tous les territoires un peu avancés sur ces questions-là se rendent compte que c'est une aberration à la fois économique et environnementale. Et donc, nous, on croit beaucoup à un panel de solutions. Et ce qu'on propose, nous, c'est d'être une des solutions. Évidemment, on n'a pas la vocation d'aller collecter tous les déchets des habitants du Pays Basque et des Landes. Mais voilà. Vous êtes à Vélo, le territoire d'intervention, il est sur le BAB? Alors, on est, on va dire, sur le BAB élargi et puis sur le sud des Landes aussi. On travaille de plus en plus avec Tarnos, notamment. Voilà, donc on est… Et avec Bidart aussi. Donc, quand je dis BAB élargi, c'est un peu les communes autour de Bidart, de Bidart, pardon, du BAB, dont on se rend compte en fait qu'elles sont assez intéressées par ces sujets-là, peut-être plus que les grosses communes qui ne semblent pas manifester un intérêt énorme pour ces questions-là. Finalement, on a l'impression qu'elles y vont un peu à reculons, parce que poussées par les budgets participatifs ou autres, mais que ce n'est pas forcément une volonté politique forte. On sent qu'ils y vont contraints et forcés, un peu comme la Convention sur le climat. Donc voilà. Par contre, les petites communes, peut-être par besoin d'exister aussi auprès des mastodontes du BAB, là, elles se montrent beaucoup plus ouvertes et intéressées et elles nous soutiennent plus et c'est chouette parce qu'on en a besoin de soutien. Voilà. Alors, je suis désolée, je vois que l'heure tourne. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient intervenir? Alors, pour la question, Mathilde, qui est posée sur le groupement d'employeurs, Cynthia qui l'a posée, en gros, et après, je prendrai contact directement avec elle, un groupement d'employeurs, c'est relativement simple à mettre en place, enfin, relativement, bien sûr, tout est toujours assez complexe en France, mais en fait, c'est le groupement qui devient l'employeur et qui
dispatche le temps de travail. Donc, admettons, on emploie une personne X à 35 heures sur le groupement d'employeurs, dont 5 heures seront à disposition de la carriole verte, etc., qui paiera la partie qui la concerne, etc. D'accord? Et avec un tout petit, normalement, une toute petite marge pour financer, bien entendu, la personne qui gère le groupement d'employeurs. Mais ça coûte beaucoup moins cher que de faire un contrat de travail de 15-20 heures, et c'est beaucoup plus satisfaisant pour le salarié qui, du coup, n'est plus dans une précarité d'un emploi à 20 heures dans les assos, ce qui est souvent le cas, mais qui peut avoir un contrat à 35 heures stabilisé et qui va travailler peut-être demain, qui travaillera peut-être plus pour la carriole verte, mais qui travaillera après-demain pour Roule ma frite. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, très bien. Oui. D'accord, non, c'est très intéressant. Oui, c'est tout à fait intéressant. Et c'est vrai que c'est des questions oui, qui sont au cœur de nos réflexions, puisqu'on se pose la question justement du temps de travail, de la façon dont on gère la montée en puissance de l'activité. Ouais. Et oui, et souvent on n'a pas comment dire, la lisibilité sur un temps certain pour pouvoir faire un vrai contrat. Donc c'est bien la raison pour laquelle ce groupement, si on le met en place, et c'est l'une des questions qu'on se pose à la maison de l'ESS, c'est peut-être de faciliter cela en le mettant en place nous-mêmes. Voilà. D'accord, d'accord. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? On va devoir. Est-ce que je peux me permettre une dernière intervention, Mathilde, si tu veux Oui, bien? bien sûr. Après, on va devoir clôturer parce qu'on a une intervention à 15 heures. Ouais. Ce n'est pas une question, c'est juste est-ce que le PowerPoint pourrait être mis à disposition de tous? Oui, bien sûr. D'accord, parce que moi j'ai une suggestion au niveau de la maison de l'ESS avec ce PowerPoint pour pouvoir, parce que je le trouve très très bien fait, votre présentation est superbe et le PowerPoint pour ma part je le trouve super clair et pédagogique et je pense que dans notre salle d'expo de la maison de l'ESS on va l'imprimer et le mettre à la lecture de tous pour ceux qui n'auraient pas pu participer. D'accord, très bien. Si vous en êtes d'accord, bien sûr. Merci, merci. Merci en tout cas, Patricia, pour votre présentation. C'était vraiment, moi j'ai trouvé super intéressant et très très clair. C'est mes collègues à qui du coup j'ai même pas passé la parole. Qui me faisaient non, 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 non derrière, donc qui applaudissent. Voilà. Ben, merci beaucoup à vous et à vos questions. Et puis on est joignable, vous l'avez l'adresse si vous voulez nous poser des questions, nous contacter, c'est avec plaisir. Voilà.